So Charm, you're okay? Sorry, it took me a bit of time to just start up the session. Hey, Matthew. Matthew, good to see you. Hi, Cloud. Good morning. Good morning. I hope you'll be able to enjoy, the French speaking webinar. It will be done in French. Oh, It's been a while, Matthew. yeah. It's been a while. Yeah. Yeah, I hope you're well. You're doing Yeah, I'm fine. well. Yeah. I'm good. And how about you? I'm doing great, thanks. Bonjour Stéphane. Bon matin, Claude. Bon matin. Non. Allô, allô? Moi, Claude, je vais devoir quitter vers moins quart, fait que je voulais t'aviser tout de suite. Ah, ben c'est gentil. Écoute, pas de problème. Rendu à cette heure-là, on devrait être bon pour ouvrir un peu si les gens ont des questions. On va essayer de couvrir pas mal ce que je veux partager en dedans de 45, maximum 50 minutes. Fait. Ah, ben, c'est un plaisir de te voir cet avant-midi. Ben, c'est gentil, merci. Bon matin, Véronique. Bon matin.
J'essaie seulement de démarrer mon enregistrement. Puis, semble avoir des petits soucis de mon côté. J'aimerais bien ça enregistrer ce qu'on va faire. Hmm. On va laisser encore une minute ou deux aux gens de se joindre à nous avant de démarrer. Marie-Ève, je viens de voir que vous avez. Marie-Ève, oui. Je viens de voir que vous avez réussi à démarrer un enregistrement. Je vois Marie-Ève is recording this call for note-taking purposes. Hmm. Ben, c'est ce que je suis en train de voir. Je peux l'arrêter si vous voulez. Non, 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 non. En fait, moi, j'essaie de démarrer mon enregistrement et ça ne fonctionne pas. Fait que si ça fonctionne pour vous et que vous êtes capable de l'enregistrer et me le transmettre par après, j'apprécierais énormément. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai. Puis pourtant, on a fait des tests, ça fonctionnait très bien. Puis là, ben, je ne suis pas capable de démarrer l'enregistrement de mon côté. Ben, peut-être parce que c'est mon enregistrement l'a parti. Je sais pas. C'est Hmm. un AI que j'essaye, là, mais je. Si ça Ça fait un fonctionne. résumé, mais en anglais uniquement après. Ah, OK, OK. Ah! Mais ça n'enregistre pas tout ce qui se dit et ce qui se présente dans la rencontre? Normalement, oui, toute la vidéo, tout ce qu'il y a Ah, là. OK, toute la vidéo est là. Ben, écoutez, si vous avez la chance de me le transmettre, ça Oui, je vais serait vous le transmettre aussi après, très mais je vais gentil juste parce être que sûre que. je voulais effectivement pouvoir le conserver, le garder, mais là, il semblerait qu'il ne veut pas partir de son enregistrement de mon côté. Ben, on ne perdra pas de temps là-dessus, mais si vous avez la chance de me le transmettre après, ce serait hyper Oui, c'est gentil. certain. Merci beaucoup. Bon, ben, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que tous les, les micros sont fermés. On va ouvrir les micros à la fin pour être certain que tout le monde. Attendez un petit peu, je pense que j'ai quelqu'un qui a son micro est ouvert. Ah, c'est bon. Puis on va se donner un peu de temps à la fin, suite au partage de. Ah, j'ai Annie qui lève la main. Bonjour Annie. OK, donc on va ouvrir les micros à la fin pour être certain de voir si vous avez des questions, si vous avez vraiment des éléments que vous aimeriez partager. Ça va être énormément apprécié. Bon, premièrement, bienvenue à ce webinaire. Merci d'être présent.
C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour vous partager des éléments que je trouve extrêmement importants, des organisations avec qui j'ai travaillé, que je continue à travailler aujourd'hui, qui vivent des éléments importants. Et j'ai voulu ramasser ça, essayer de condenser l'information en dedans d'une heure, en fait moins qu'une heure, pour que je puisse vous partager les éléments que je vois, que les organisations voient que c'est les éléments les plus cruciaux pour réussir dans un processus de transformation. Je vais vous partager mon écran et on va démarrer tout ça tout de suite. Bon, fait que vous voyez bien mon écran. Premièrement, laissez-moi juste une petite seconde pour me présenter. Qui suis-je? Ben, écoutez, mon nom est Claude Vigneault. Je suis un conseiller senior certifié en gestion de changement. Je suis aussi un formateur agréé en développement de leadership et un coach certifié en gestion. Ça fait, en fait, j'ai eu plus de 30 ans d'expérience en gestion d'entreprise, gestion d'équipe, gestion de projet et partenaire stratégique pour plusieurs dizaines de clients de l'Union européenne, aux États-Unis et au Canada. Ben, pourquoi c'est important de parler de transformation? Ben, bien entendu, aujourd'hui, pas uniquement un mot à la mode, mais toutes les entreprises, pour rester compétitives, pour s'adapter au contexte actuel du marché, il y a différents processus de transformation qui sont mis en place actuellement. Que ce soit transformation numérique, qu'on entend parler beaucoup, transformation organisationnelle, ajustement de processus, transformation de culture d'organisation. Tous ces éléments-là nous amènent en fait à mettre en place une série d'actions qui sont structurées, organisées, coordonnées, qui visent soit à modifier ou améliorer des éléments spécifiques d'une entreprise, organisation ou d'un système. Comme on parlait tout à l'heure, ça peut vraiment impliquer des changements dans les opérations, impliquer des changements technologiques, structure organisationnelle, processus. Tous ces éléments-là, l'objectif souvent principal de tout ça est d'optimiser soit des performances, d'accroître l'efficacité, d'adapter l'organisation à des opportunités ou même de répondre à des besoins changeants du marché. Bien entendu, le processus de transformation peut varier en taille, en portée, puis en complexité. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'emphase sur des facteurs clés pour se donner toutes les chances de réussir dans un processus de transformation organisationnelle. Laissez-moi débuter par le facteur numéro 1 que j'ai identifié, qui est la création d'une culture de changement. Culture de changement dans un processus de transformation, ça se réfère à l'environnement organisationnel, aux valeurs, aux croyances, puis aux comportements qui vont favoriser l'acceptation du changement par toutes les parties prenantes. C'est dans le but aussi de favoriser l'acceptation de ce changement-là, l'adaptabilité, la résilience face à la transformation qu'on veut mettre de l'avant. L'alignement des dirigeants est essentiel parce que les dirigeants sont responsables à la base, communiquer une vision claire, cohérente de la transformation organisationnelle. Un alignement de dirigeants, en fait, veut s'assurer que tous les niveaux de l'organisation comprennent bien la direction et les objectifs du changement. Ce qui va favoriser, en fait, ce qu'on veut qu'il favorise, c'est l'engagement puis l'adhésion des employés. Quand ce message-là ne vient pas de façon claire, précise, avec une vision claire aussi d'où on s'en va, d'où on part et où on va aller, et que ça provient vraiment de la direction, cette influence-là n'a pas la même force, la même capacité. C'est important de aussi identifier les dirigeants avec un niveau de responsabilité pour coordonner les efforts et les actions des différents départements, des équipes, pour assurer le succès de la transformation. L'alignement des dirigeants veut, entre autres, garantir que toutes les parties prenantes travaillent ensemble de manière cohérente pour atteindre les objectifs communs de la transformation. Ça, c'est pas toujours évident parce que souvent, si c'est un projet qui est dirigé ou qui est mené par une équipe, que ce soit une équipe TI, que ce soit une équipe aussi externe, une équipe bien particulière, on ne veut pas que ce soit un projet d'une équipe unique, mais que ce soit un projet organisationnel. Une
culture de changement encourage l'innovation et la créativité en donnant aux employés aussi la liberté d'explorer de nouvelles idées puis de proposer des solutions qui vont être novatrices aux défis que l'organisation fait face. Les employés sont encouragés à expérimenter, à prendre des risques calculés et à apprendre de leurs erreurs. Donc, ce processus-là d'implication de la part des différentes parties prenantes, différents individus à tous les niveaux dans l'organisation devrait être impliqué selon le processus de transformation. On veut être capable de pouvoir amener, dans l'expression anglophone, the tone from the top. Si ce message-là n'est pas clair provenant de la haute direction, c'est là que ça peut apporter de la confusion, ça peut apporter aussi, je dirais, beaucoup de questionnements en termes de priorisation de ce processus-là de transformation versus les autres priorités de l'organisation, les autres projets aussi des autres départements de l'organisation. Si on ne peut pas avoir ce message-là clair, précis, avec cette influence-là qui devrait venir de la direction, les gens vont avoir de la difficulté à s'engager dans le processus, de bien comprendre que c'est l'organisation qui veut en fait évoluer et qui veut avancer. Ce n'est pas uniquement une équipe qui est en train de pousser vers ce changement-là. Facteur numéro 2, c'est toujours important que c'est important de renforcer son leadership. Renforcer votre leadership, peu importe le niveau d'implication que vous avez dans ce processus-là de transformation, on veut être capable de pouvoir, entre autres, avoir une vision inspirante. Vision inspirante, c'est quelqu'un qui utilise un langage, en fait, simple, accessible à tout le monde. C'est beau arriver avec une vision stratégique de notre transformation, mais ça ne parle pas nécessairement à tout le monde. Donc, il faut que notre vision stratégique, où on veut faire avancer l'organisation, puisse aussi amener un message que les gens vont se sentir inspirés, mais vont sentir aussi que ça les touche et que ça les implique en termes de vision et où est-ce qu'on veut transporter l'organisation en tant que telle. On veut être capable de mettre en lumière aussi les bénéfices, les opportunités pour l'organisation et pour les individus dans cette vision-là. Quelqu'un qui inspire aussi à penser différemment, quelqu'un qui sert d'exemple, d'un exemple en fait inspirant pour que les autres puissent vouloir suivre ce leader-là. Donc, si le leader est un peu le sponsor de ce projet-là de transformation, ou c'est notre DG, ou vraiment le haut dirigeant, cette importance-là, elle est critique, elle est cruciale pour amener une vision qui soit inspirante. On veut aussi, dans le renforcement du leadership, avoir une intégrité qui soit inébranlable, c'est-à-dire aligner ses actions avec ses paroles et ses valeurs. Faire preuve de transparence dans les communications. Peu importe qui est à la tête un peu de cette influence-là dans l'organisation et dans le processus de transformation, on veut que les communications soient de plus en plus transparentes. Parce que sinon, on peut amener des bruits de couloir, on peut amener plein d'éléments qui vont être de la confusion sur la ligne si la communication n'est pas claire, précise sur pourquoi on change, pourquoi c'est important de changer et qu'est-ce qui va arriver si on ne change pas, si on ne met pas en place ce processus-là de transformation. Donc, c'est important aussi de pouvoir, dans cette intégrité-là, favoriser un environnement de confiance. Un environnement où les gens à l'intérieur du processus vont faire des erreurs, vont apprendre, mais ça fait partie du processus d'évolution puis du processus de développement. On veut être capable aussi d'avoir une empathie sincère, c'est-à-dire d'avoir une écoute pour bien comprendre les préoccupations de chacun des individus qui font partie des différentes équipes. Que vous soyez de la haute direction, que vous soyez un gestionnaire premier niveau, peu importe comment on veut les appeler, que vous soyez un dirigeant ou un gestionnaire, cette approche-là empathique, sincère face à vos collaborateurs, elle est essentielle. C'est d'avoir une écoute active
pour bien comprendre les préoccupations, parce que chaque personne qui vont faire partie d'un processus de transformation, premier élément qu'ils vont avoir, c'est des préoccupations, des inquiétudes, des peurs, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment tout l'ensemble de ce qui a déjà été pensé et réfléchi dans ce processus-là en question. C'est d'être capable de pouvoir aussi, dans cette approche-là empathique, de pouvoir essayer de comprendre les perspectives des autres, d'avoir la capacité d'avoir des conversations, dans certains cas difficiles, mais avec un respect et une sensibilité. De pouvoir favoriser aussi un climat d'inclusion, de bienveillance, pour que les gens sentent qu'on les écoute et ils sentent qu'ils ont une valeur dans ce processus-là de transformation. C'est aussi d'être capable d'avoir une capacité à inspirer les autres à atteindre leur plein potentiel. Tu sais, c'est d'être capable de croire en la capacité des gens dans le potentiel à venir. C'est de donner du feedback constructif et encourageant. C'est de mettre en lumière les forces et les talents de toutes les personnes qui vont être impactées ou impliquées dans le processus de transformation. Donc, on veut profiter de ce processus-là de transformation pour apporter des améliorations. On veut aussi encourager les membres des différentes équipes à se sentir à l'aise, à sortir de leur zone de confort. Sentir aussi en sécurité dans ce processus-là qui est nouveau pour beaucoup de gens. Donc, on veut amener les gens beaucoup plus dans l'aspect de sécurité que dans l'aspect de l'inconnu. Et ça se fait progressivement dans un processus de transformation. Facteur numéro 3, qui est, je dirais, à la base de toute initiative, de tout élément, c'est comment on améliore la collaboration et la communication. Bien, premièrement, ça prend des objectifs communs, d'être capable d'établir des objectifs clairs, partagés pour la transformation. Expliquer les raisons du changement. Créer un sentiment d'unité et d'engagement envers un objectif qui se doit d'être commun pour l'organisation. À partir d'un objectif commun qui est probablement beaucoup plus pour l'ensemble de l'organisation, il va découler par la suite dans chacune des équipes, selon leur niveau d'impact, des objectifs beaucoup plus spécifiques et plus précis, mais qui devraient être alignés vers les objectifs communs, bien entendu. On veut encourager le partage de connaissances et de compétences. Comment on peut soit créer des forums, des plateformes où les membres des différentes équipes peuvent partager leurs connaissances, leurs idées, leurs compétences. En fait, ça va favoriser l'apprentissage mutuel, mais ça va permettre aussi à chacun de contribuer de manière significative au processus de transformation. Comme je le redis, ce n'est pas un processus qui est uniquement mené par une équipe de transformation, mais on veut inclure les gens dans ce processus-là, qu'ils se sentent impliqués à leur niveau. Et le niveau d'implication va être différent selon les équipes, mais si les gens peuvent avoir la possibilité de partager leurs compétences, leurs connaissances, ils vont continuer à évoluer, mais en même temps, dans le processus d'information, il va y avoir une évolution globale des différentes parties prenantes. On veut établir des processus de communication clairs. On veut être capable de mettre en place différents canaux de communication, mais que les canaux de communication soient bidirectionnels, par contre. On ne veut pas juste avoir en place un plan de communication qui est lancé, que les messages soient lancés soit par les différents niveaux de direction, par la haute direction, mais on veut aussi que les gens de la direction, dans ce processus-là, soient à l'écoute des gens, de différentes rétroactions, des feedbacks, des commentaires, des inquiétudes, pour qu'on puisse y répondre et qu'on puisse les adresser. Cet élément-là, il est extrêmement important. Dans bien des organisations, les messages descendent. Dans certains cas, ils ne descendent pas tout le temps non plus. Il peut y avoir certains blocages. Mais si on veut faciliter une bonne communication, il faut qu'elle soit bidirectionnelle. Puis les gens mettent en place différents canaux. Ça peut être, dans certaines équipes, on va mettre un canal Teams où les gens vont pouvoir communiquer. Dans d'autres cas, ça peut être une adresse courriel commune, globale à l'ensemble de l'organisation pour que les gens puissent poser des questions dans le processus de transformation. Ça peut être aussi à partir d'ateliers, de rencontres qui vont se faire progressives avec chacune des équipes pour effectivement partager de l'information et aller chercher leur rétroaction.
On veut aussi être capable de clarifier les rôles et les responsabilités dans un processus de transformation. Il faut que ce soit clairement défini pour chaque membre des personnes impliquées dans le cadre de la transformation. D'un, pour éviter des chevauchements ou des lacunes dans les efforts de travail, puis surtout pour être capable de favoriser la répartition plus équilibrée des tâches. Si les gens qui font partie du processus de transformation ou qui sont impliqués à un certain moment donné, si les gens ne comprennent pas leur rôle et ce qu'on s'attend d'eux, ça va être très difficile de s'attendre à une bonne performance de leur implication. Hein? On veut aussi être capable de communiquer de manière régulière et constante. C'est important de communiquer sur l'avancement de la transformation, c'est important de communiquer, d'être capable de fournir des mises à jour sur les différents jalons du processus ou du projet comme tel, ce qui est en cours, ce qui a été atteint, les changements à venir, peut-être même des ajustements de stratégie qui se dessinent si jamais on doit apporter un réalignement au niveau du processus comme tel ou des étapes. Et l'étape numéro 6, c'est on veut être capable de former les leaders à la communication efficace. Ça, c'est un défi, mais c'est un défi parce qu'on communique tous de façon différente. Mais toute organisation qui doit passer à travers un processus de communication vraiment important, un processus de transformation important, se doit de s'assurer que chacun des leaders rehausse leur niveau de communication pour que les gens puissent être capables de se sentir plus près de leurs équipes, puis d'être capables de pouvoir vraiment amener l'aspect empathique dans cette communication-là et l'élément de transparence. Ça va aider à faciliter l'adhésion, la résilience et surtout une meilleure compréhension de chacun des individus dans leur niveau de responsabilité et leur implication dans le processus comme tel. J'ai lu il y a quelques années un livre de M. Michel Maletto, qui est un spécialiste en gestion de changement, et son livre s'appelle d'ailleurs La gestion du changement. Et lui mentionnait, je trouvais ça intéressant, il mentionnait qu'en mandarin, le mot transformation ou changement, c'est un mot composé. Un mot composé des mots danger et opportunité. En effet, on peut constater que dans toutes les transformations, ça contient une part de danger puis une part d'opportunité. La première, hein, le danger va apparaître par l'émergence d'inquiétudes, de préoccupations, de peur. Puis la deuxième, ben, c'est lorsqu'on va avoir une meilleure perception des gains éventuels, des bénéfices que l'on va mettre en place. Peu importe la transformation, les préoccupations dans l'esprit de chacun des individus euh, va, va survenir. En fait, les préoccupations vont arriver bien avant la perception de bénéfices ou de gains. Tant que les inquiétudes et les préoccupations de chacun des individus n'auront pas été traitées, adressées, discutées, l'individu ne peut pas percevoir les gains qui vont se mettre en place. Toute transformation apporte des pertes, hein, un changement de statu quo. C'est donc essentiel de bien accompagner les individus dans le processus de transformation pour faire cette transition-là du mode danger vers le côté opportunité avec toute la complexité que ça importe. Parce que les gens, lorsqu'ils sont au départ, premier niveau, on est dans l'inconnu, on ne sait pas vers où on s'en va, ça va être quoi l'impact sur moi, est-ce que je risque de perdre mon poste, est-ce qu'on va restructurer mon poste, changement technologique, moi j'ai de la difficulté avec ça, je suis beaucoup dans le mode danger. Donc, ce processus-là de transfert entre les deux demande un accompagnement qui va être différent d'un groupe ou d'un individu à un autre parce que les gens n'ont pas tous les mêmes défis. Ça m'amène à vous parler du décalage hiérarchique qui peut exister dans une organisation. Parce que la transformation peut se dérouler à 3 niveaux de gestion, mais pas nécessairement dans le même temps pour chaque niveau. Par exemple, quand les dirigeants pensent à s'engager dans un projet de changement, projet de transformation, ben en fait, ils discutent puis ils se consultent des fois pendant des semaines et des mois avant d'arriver à une meilleure vision de ce qu'ils veulent mettre en place, meilleure vision de ce qu'ils veulent faire. Ils vont analyser les pour, les contre, jusqu'à ce qu'ils décident qu'ils sont prêts à se lancer. Sans le savoir, en fait, ils sont passés du mode danger au mode opportunité
Parce que là, la vision des gains, des bénéfices, maintenant, est beaucoup plus claire vers ce qu'ils vont chercher à viser. Quand ils vont s'adresser au niveau des gestionnaires, ils sont donc beaucoup plus centrés sur la partie opportunité. Alors que les gestionnaires sont juste au début de leur implication, fait qu'au début même de tout ce qui est réflexion de leur côté face à l'information qu'ils reçoivent, ben, ils sont quant à eux dans la partie danger. Parce qu'ils n'ont pas encore vu et réalisé les objectifs, les bénéfices et les gains qu'on cherche à viser, qui ont déjà été adressés par les dirigeants. Même chose lorsqu'on se retrouve les employés. Donc, ce qui est bien important dans ce processus-là, c'est de garder en tête que dans notre accompagnement, dans le processus de communication, ben, l'autre partie n'est pas nécessairement au même niveau que nous en termes de compréhension. C'est bien important de s'adapter à leur niveau de compréhension pour les aider à cheminer. Facteur numéro 4, l'engagement des parties prenantes. Qu'il s'agisse d'employés, de sous-traitants, représentants syndicaux, de clients, fournisseurs, partenaires internes, externes. Lorsqu'elles sont impliquées dans le processus de transformation dès le départ, ça peut être de les informer, voir quel est leur niveau d'implication, mais c'est important que toutes ces parties prenantes-là soient impliquées dès le début. Elles vont être beaucoup plus susceptibles de soutenir les changements parce qu'elles vont les comprendre plus facilement au départ. Du moins, on va avoir ces conversations-là, ces communications-là avec eux. Leur adhésion, en fait, va aussi pouvoir contribuer à faciliter l'adoption des changements, que ce soit des nouvelles pratiques, processus ou autres. Leur contribution se veut aussi enrichir aussi le processus de réflexion, soit stratégique ou même opérationnel, de la façon que ça va devoir se mettre en place. Même d'être capable de mieux réfléchir sur les impacts, peut-être même des choses que les décideurs n'ont pas vues, c'est-à-dire en pouvant impliquer les différentes parties prenantes très rapidement. Ben, on est capable d'avoir des informations peut-être additionnelles qui vont être utiles dans notre vision, dans notre stratégie de mise en place. Comprendre leurs besoins et leurs attentes. C'est important de bien analyser les besoins et les attentes et d'écouter les préoccupations de chaque partie prenante. Ben, d'un, c'est pour comprendre leur perspective, puis de pouvoir y répondre aussi de la bonne manière, afin que certaines situations, on puisse éviter que ça puisse tourner en élément de résistance. On veut personnaliser aussi la communication, être capable d'adapter votre communication en fonction des besoins des parties prenantes. Les canaux de communication peuvent être différents selon certains groupes, afin de favoriser justement un meilleur contact avec ces gens-là, et un meilleur suivi. 4. Impliquer les parties prenantes dans le processus de décision. Ben, ça veut dire quoi? C'est d'être en mesure de solliciter leur opinion, leurs idées, leurs contributions dès que possible. C'est important aussi de leur expliquer dans certains cas pourquoi certaines idées ne seront pas réalisables dans ce processus-là actuel. Puis il risque d'avoir peut-être une phase 1, une phase 2 au processus de transformation, mais la communication dans ce sens-là, elle est très importante pour ne pas dévaloriser les idées potentielles des gens qui pourraient être intéressantes dans un futur proche. On veut être en mesure aussi de fournir des opportunités de feedback. Le processus de communication, comme on le dit, se doit d'être bidirectionnel, donc d'offrir des opportunités aux différentes parties prenantes de donner leur rétroaction, leur feedback, leurs commentaires sur le processus de transformation. Ça devrait amener les gens, justement, qui dirigent le processus comme tel, à prendre un certain recul, puis à s'ajuster en cours de route, et non pas juste avoir une vision de bulldozer pour mettre en place les différentes initiatives. Adopter une approche agile, ça veut dire quoi? Ça signifie d'être prêt à ajuster ses stratégies, ses tactiques, en fonction des fois de certaines informations changeantes en cours de processus. Ça peut être basé sur un retour d'expérience, des choses qu'on voit que, oups, on doit ajuster le tir. C'est important de pouvoir justement avoir une flexibilité puis une adaptabilité dans chacune des étapes du processus de transformation. Avoir une livraison incrémentale, l'approche agile, favorise la livraison de résultats tangibles de manière en fait itérative puis surtout incrémentale. Ça permet d'avoir des retours plus rapidement puis de s'adapter aux besoins changeants
au fur et à mesure de la transformation. Ça permet aussi d'avoir ce qu'on appelle des quick wins. Plus j'ai des quick wins, plus les gens vont prendre confiance au processus de transformation parce que je vois des gains graduels qui se mettent en place. Focus sur la valeur ajoutée. Ben, ce qui est bien important, c'est qu'on veut être capable de créer une valeur ajoutée à ce processus-là. Ça va nous amener aussi je dirais, à mettre de l'emphase et se concentrer sur justement les initiatives qui auront le plus grand impact sur les objectifs. L'aspect responsabilisation, ben, l'approche agile veut aussi encourager la prise de responsabilité. Ça va signifier aussi de donner aux équipes une plus grande autonomie pour certaines prises de décision, résoudre des problèmes, puis ça va favoriser l'implication, je dirais la créativité, l'innovation. Plus les gens se sentent responsables de leur partie de transformation, plus ces gens-là vont avoir comme objectif que ça réussisse. Et bien entendu, on amène ça dans une approche d'amélioration continue, c'est-à-dire en pouvant utiliser des rétrospectives régulières pour évaluer comment les choses performent, avancent, identifier les opportunités d'amélioration, mettre en œuvre des actions qui vont être aussi correctives, bien, ça nous permet de toujours continuer à, à améliorer les processus et les compétences en cours de route, toujours en restant alignés sur les grands objectifs. Facteur numéro 6, comment surmonter la résistance au changement? Gérer la résistance au changement, c'est essentiel pour le succès d'un processus de transformation. Ça prend une approche proactive pour être capable, dans certains cas, d'anticiper, de comprendre et de gérer la résistance au changement. En pouvant identifier, en fait, les préoccupations des parties prenantes, puis en étant capable, de un, de les écouter et de deux, de répondre de manière constructive. Il y a différentes réactions face au changement de la part de nos individus. Oups, trop rapide. Bien, la transformation, même si dans la tête des gens qui dirigent cette transformation-là, on est convaincu que ça propose quelque chose de mieux, hein, ça ne va pas nécessairement créer de façon spontanée des phénomènes d'adhésion qui vont être massifs. Lorsqu'un changement est annoncé, en moyenne, il y a juste 10% des gens qui vont être proactifs au changement, qui ont hâte que les choses changent parce qu'ils voyaient que les choses devaient être améliorées et ils ont hâte que ça se mette en place. Il y a 90% des gens qui ont un comportement de vouloir attendre ce qui va se passer. Hein, on verra. Puis une partie de ce groupe-là, de ces 90%-là, il y a un 10% qui est directement en opposition. Il y a des gens que vous avez sûrement eu l'expérience de voir que peu importe le changement, ne sont pas intéressés, sont tout de suite dans le côté négatif parce que ça les amène dans l'inconnu et ces gens-là vraiment détestent cet aspect-là de l'inconnu. Il faut vraiment apporter un accompagnement particulier. Donc, il y a 80% des gens qui sont ni pour, ni contre le changement, mais c'est bien important de pouvoir justement être capable d'utiliser le 10% des proactifs, d'en faire des gens qui vont être des promoteurs, dans certains cas des ambassadeurs du changement, des gens qui vont être capables de pouvoir transmettre des messages positifs, avoir une plus grande implication et une implication aussi d'influence sur les gens qui sont plus les passifs, les 80%. Parce qu'on ne veut pas que les opposants cherchent à amener ces passifs-là de leur côté pour créer un élément de résistance qui soit plus difficile à gérer. Plus j'arrive à convaincre mes passifs, plus ces gens-là vont avoir une plus grande ampleur sur le côté positif de tout ce qui est en train de se mettre en place en termes de processus de transformation. Rapidement, il y a 10 raisons que j'ai identifiées en termes de résistance au changement. Premier élément, de mauvaise compréhension du sens du changement. Si les collaborateurs ne comprennent pas les raisons du changement, ben, vous pouvez vous attendre à des résistances. Surtout quand des gens pensent que le modèle qui est en place fonctionnait très bien. Puis, donc, on a besoin vraiment de bien expliquer et de bien accompagner les gens qui ne comprennent pas, qui perçoivent le changement de façon plus négative. Deuxième raison, elle est extrêmement aussi courante, c'est la peur de l'inconnu. Hein? Si les gens ne comprennent pas vraiment ce qui s'en vient, ils ont peur de l'impact que ça va avoir sur eux, ils vont avoir peur vraiment, tant qu'ils ne sont pas plus conscients que ce qui s'en vient
est mieux et beaucoup moins dangereux que de rester où on en est aujourd'hui actuellement. Troisième élément, il manque de compétences. Toute transformation, que ce soit organisationnelle, numérique, changement de processus ou autre, nécessite une évolution justement d'incompétences. Puis c'est pas tout le monde qui se sent capable justement de faire évoluer leurs propres compétences personnelles. Donc ça, c'est un élément aussi que c'était bien important de connecter avec les gens pour comprendre cette peur-là, où est-ce qu'on peut mieux les accompagner dans le développement des compétences qui vont être requises suite à la transformation. Le manque de confiance. Pas nécessairement le manque de confiance dans le processus comme tel, mais même aussi pour les individus, le manque de confiance dans l'organisation. Parce que ça se peut fort bien que les gens, basés sur l'historique de changement dans le passé, transformation dans le passé, si ça a plus ou moins bien été, ça se peut que certains individus aient plus ou moins confiance que l'entreprise peut réussir ce processus de transformation-là. Donc, encore là, on a besoin de convaincre ces gens-là ou de les amener justement à voir graduellement que les changements qui vont se faire en place, on va avoir des gains ou des bénéfices rapides qui peuvent être visibles. L'élément 5, c'est l'absence de consultation. Les individus résistent moins au changement quand ils participent. Les collaborateurs aiment savoir puis comprendre ce qui se passe. Donc, la consultation, des ateliers, la façon de pouvoir les mettre au courant de l'avancement de ce qui se passe, du pourquoi de, il est extrêmement important pour justement favoriser une meilleure perception puis une meilleure compréhension. Mauvaise communication. Des fois, on dit on va mieux communiquer trop que pas assez, mais il faut faire attention de qu'est-ce qu'on communique. D'avoir une bonne planification de notre communication, bonne planification aussi d'aller chercher de la rétroaction, d'aller voir comment les gens perçoivent ce qui a été transmis comme message. C'est extrêmement important de la façon qu'on va établir, pas juste une stratégie, mais comment on va mettre en place tous les aspects de communication à tous les niveaux. L'élément de résistance aussi, c'est la rupture de la routine. Les gens aiment leur zone de confort. Les gens ont établi avec un certain temps cette zone-là de statu quo, c'est sécurisant. Donc, les gens, sortir de cet élément-là, c'est de se retrouver plus dans une mise en danger. Donc, ça demande encore là un meilleur accompagnement pour que les gens se sentent plus en sécurité. Il y a l'aspect saturation. Les gens, après un certain temps, j'ai vu un client qui me dit, écoute, Claude, là, dans les 5 dernières années, là, ça fait 3 changements de système ERP majeurs qu'on met en place. On a eu aussi changement de processus. On a aussi changé notre approche par rapport à notre clientèle. Fait que là, les gens, des fois, se retrouvent dans une saturation puis une fatigue du changement. Donc, ça, c'est important de prendre ça en considération puis de voir comment on peut, encore là, mieux les accompagner pour les aider un peu à respirer dans ce changement-là, que ça ne soit pas encore là vécu de façon aussi intense, stressante et anxiogène. Perception du changement, donc c'est de voir quelle est la perception des gens, parce qu'à la barre, elle peut être négative, elle peut être perçue comme je ne vois pas pourquoi on change, donc de pouvoir amener une plus grande clarté, aligner la perception des individus sur notre perception des gains et bénéfices que l'on vise. L'absence de bénéfices. Quand les gens ne sont pas capables de pouvoir voir de façon très claire et précise qu'est-ce qu'on va justement atteindre, qui va gagner quoi dans ce processus de transformation, ben, ça peut effectivement être vu comme un élément, je dirais, bloquant, puis un élément qui va aussi amener les gens à ne pas voir ben, pourquoi je vois que je suis en train de perdre des choses, mais si je ne vois pas les bénéfices ou les gains à venir, si je ne le vois pas de façon graduelle, ça va être très difficile de s'engager pour ces individus-là. Donc, comment on surmonte la résistance au changement? C'est d'être capable de pouvoir identifier les impacts sur les personnes, être capable de pouvoir avoir une stratégie d'accompagnement selon les impacts, comment les gens, certaines équipes seront impactées. Identifier les gains ou les bénéfices qui sont visés. Plus les gains potentiels sont clairs, sont concrets, plus on les communique, plus on amène un message positif dans ce processus-là, mais plus les gens vont être capables de voir graduellement
ce qui est en train de se mettre en place. Plus ils vont aussi oublier ce qu'ils avaient avant la transformation. On va être capable d'identifier les sources de résistance pour être capable de bien les adresser. Ça peut se faire initialement. Des fois, déjà au départ de certains projets, on peut identifier certaines équipes, certains individus qui sont plus dans la résistance. On aura une stratégie d'accompagnement. Ou, selon les étapes, il y a peut-être certaines résistances qui vont se découvrir. On va être capable d'accompagner activement, écouter activement pour bien comprendre les préoccupations. L'écoute active, ça fait partie d'un élément de base dans l'utilisation de l'empathie pour chacun des gestionnaires, chacun des dirigeants qui se veut de pouvoir trouver une façon d'engager l'autre partie. Si j'écoute bien pour comprendre ses préoccupations et ses points de vue, ben, je vais être capable de pouvoir apporter un meilleur message pour répondre à ses besoins. On veut aussi fournir un soutien. Ça peut vouloir dire du coaching, ça peut vouloir dire pour certains individus de la formation, des ateliers de brainstorming, des ateliers justement pour pouvoir faire participer les gens. Tous ces éléments-là, que ce soit de la formation, coaching ou autre, c'est important de pouvoir voir qu'est-ce qui va s'adapter le mieux aux équipes qui vont être impactées. Et le dernier élément, c'est d'être capable de mobiliser ce qu'on appelle des ambassadeurs du changement. Des gens qui vont être des promoteurs dans chacun des secteurs, des gens qui vont être près aussi des employés, qui vont être aussi notre pont entre l'équipe de transformation et chacun des départements, des secteurs, des équipes qui vont être impactés. Si j'ai un ambassadeur ou un promoteur du changement dans cette équipe-là, on est capable de bien communiquer avec cette personne-là, d'avoir aussi une rétroaction franche, transparente, honnête, que des fois, certaines équipes peut-être ne vont pas transmettre à l'équipe de transformation. Ces ambassadeurs-là du changement ont un rôle clé essentiel pour appuyer le processus. Et l'étape numéro 7, comme facteur, c'est d'être capable de mesurer et célébrer les réussites. La préparation organisationnelle, c'est un élément qui peut être une mesure de progression qui est vraiment vitale. Préparation organisationnelle dans tout processus, parce que ça peut aider en fait à déterminer la capacité de l'organisation à adopter, à mettre en œuvre les changements qui sont requis. Vous pouvez en fait mesurer la préparation organisationnelle de différentes façons, entre autres par l'évaluation de compétences et des capacités du personnel à s'adapter à des nouveaux processus, nouvelles technologies ou à la nouvelle structure organisationnelle. Ça peut être fait par le biais d'évaluation de compétences, de formation, programmes de développement professionnel. Vous pouvez aussi évaluer le niveau d'engagement et de compréhension des employés par rapport à la transformation qui est en cours. Ça peut être mesuré par des sondages d'engagement, des sessions de feedback, ou même en observant l'interaction des individus tout au long du processus de transformation. Au fur et à mesure d'avoir des gens, nos promoteurs du changement, qui puissent observer l'interaction des gens, ça va nous permettre de mieux évaluer leur niveau d'engagement. Ça permet aussi de mesurer la disponibilité des ressources nécessaires à la mise en œuvre du processus de transformation, y compris les ressources financières, les ressources humaines et technologiques. Il faut s'assurer en fait que les ressources sont allouées de manière adéquate pour soutenir le processus de changement. Si on se retrouve dans une organisation où ils ont une multitude de priorités, en plus du processus de transformation dans lequel on est impliqué, ben ça se peut fort bien que pour le travail qu'il y a à faire, bien que les ressources, on a une difficulté à avoir une disponibilité de ces ressources-là et qu'il y a un manque de ressources. Bien entendu, ça pourra affecter le déroulement du projet et peut-être même une partie du résultat de ce projet-là. Donc, c'est bien important que tout le monde soit bien conscient de la disponibilité et de la qualité des ressources qui vont être allouées. Leadership et soutien de la direction. Il faut être évalué. C'est sûr que quand je ne suis pas, moi, au niveau de la direction, puis je dis, ben, je suis qui, moi, pour être capable d'évaluer, mais c'est important que la haute direction comprenne qu'on se doit d'évaluer à tous les niveaux le niveau de soutien puis d'engagement des dirigeants, puis des différents gestionnaires pour le processus, envers le processus de transformation.
Leur leadership puis leur engagement va jouer un rôle crucial dans la réussite parce que c'est eux qui vont apporter la plus grande influence sur les messages et sur le niveau de mobilisation des gens qui vont être impliqués. Il y a aussi l'évaluation, être capable d'évaluer la capacité de l'organisation à s'adapter aux changements imprévus ou les obstacles qui vont être rencontrés pendant le processus. Flexibilité peut être mesurée par la rapidité par laquelle l'organisation va pouvoir s'ajuster ou ajuster ses plans, ses stratégies en réponse aux changements. Bien entendu, par la suite, il y a plein d'autres KPIs ou facteurs de performance qu'on pourrait utiliser qui peut être utilisé pour évaluer ou même faire le suivi du progrès en lien avec les objectifs. Comme par exemple, suivre le niveau d'adoption face à la nouvelle technologie, hein, capable d'évaluer le taux d'adoption ou d'utilisation. Ou encore le niveau de performance, hein, le temps de cycle, le niveau de productivité, ou même encore le niveau de satisfaction, notre clientèle interne ou externe. Être capable d'utiliser ce qu'on appellerait un NPS ou un Net Promoter Score pour pouvoir avoir cette image-là. C'est jamais garanti à 100%, mais tous ces éléments-là de mesure vont avoir une valeur vitale dans toutes les informations ou le retour qu'on peut avoir, puis nous permettre de s'ajuster en cours de route. Bien entendu, l'élément suivant, c'est comment je peux célébrer les réussites par étapes de ces éléments-là, de chacune des étapes du processus de transformation. Célébration des succès reconnaît puis récompense les efforts des membres de l'équipe durant le processus. Le but qu'on veut faire ça, c'est d'être capable de pouvoir renforcer le niveau de motivation, de mobilisation puis d'engagement des individus envers la transformation. Ça va aider également à établir plus un sentiment de positivité puis d'enthousiasme. Plus on voit rapidement qu'il y a des gains et des bénéfices qui se mettent en place, plus c'est positif pour l'ensemble et même pour les gens qui étaient un peu plus réfractaires à cet aspect-là. Succès célébré en cours de transformation démontre aussi que les objectifs sont réalisables, atteignables, puis que l'organisation progresse dans la bonne direction. Donc, ça renforce la confiance, la crédibilité. On crée aussi une culture de réussite et en reconnaissant en fait ce qui fonctionne bien à l'intérieur du processus, bien, les équipes sont encouragées aussi à trouver des nouvelles façons peut-être d'optimiser ce qu'on est en train de mettre en place en termes de processus, puis d'être capable de pouvoir innover, puis d'apporter un peu plus de créativité dans ces éléments-là. Et ça va améliorer encore le résultat final. Puis lorsque les gens se sentent valorisés, bien entendu, et aussi inclus dans le processus de transformation, ils sont plus susceptibles de s'identifier aux objectifs puis à la mission de l'organisation, puis ça va favoriser le sentiment d'appartenance. Célébration de succès. Hein, dernier point, renforcement des relations interpersonnelles. Si on peut vraiment mettre en place, vous savez, un processus de transformation se veut d'être souvent très intense, demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'implications. Bien, si on peut célébrer les succès, on veut offrir aussi aux membres des occasions de se rassembler, de partager des moments de plaisir, de joie, de réussite, de voir ce qu'on a accompli, où est-ce qu'on en est rendu. C'est là pour être capable de pouvoir renforcer les liens entre les personnes, entre les individus. Et ça a un impact global sur l'organisation. Écoutez, rapidement, ça passe au travers le contenu, les éléments des 7 facteurs clés de réussite d'un processus de transformation. Maintenant, à partir de là, j'aimerais vous inviter, puis en fait, ouvrir aussi les micros. Je vais arrêter mon partage et voir, avez-vous des questions? Je vois qu'Annie a la main levée. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut ouvrir... Faites-vous ouvrir vos microphones? Allez-y. Salut Claude. Allô, Annie. Ça me fait plaisir. C'est un plaisir de voir, de t'entendre. J'avais la main levée tantôt, puis je l'ai... Ben oui. Écoute, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Je travaille comme consultante aussi, là, mais
dans les organisations où est-ce que les gestionnaires et les leaders au top agissent pas comme ça, comment en dessous on peut influencer ces gens-là à changer leur approche? Ben, écoute, c'est sûr que si l'ensemble de la haute direction n'adhère pas à un processus de transformation, on va devoir travailler pas mal plus fort pour influencer. Puis dans certains cas, si on a un certain pouvoir de mise en place de choses, on va pouvoir, par l'influence, leur démontrer des résultats concrets. Mais ce qu'on cherche à faire, souvent ce qui arrive, mais moi ce que j'ai vécu dans les organisations, c'est pas l'ensemble. Des fois, il peut y avoir un ou deux individus de la haute direction qui n'y croient pas tout le temps. Mais là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'amener les autres personnes de la haute direction à utiliser de leur pouvoir d'influence, à les amener aussi à convaincre. Dans quelques organisations avec qui j'ai travaillé, ben, ce qu'on se dit tout le temps, c'est important aussi d'amener le DG ou le PDG, lui, à apporter ses couleurs. Si c'est important pour l'organisation et que la haute direction n'est pas convaincue, on risque de rouler beaucoup à contre-courant. Fait qu'on va vouloir juste amener notre pouvoir d'influence, mais on n'a aucune autorité. Fait que plus on peut avoir des contacts. C'est pas des situations faciles selon ce qui doit être apporté, mais il faut qu'on ait une visibilité claire et précise sur les gains et les bénéfices que l'organisation va avoir par rapport au processus de transformation. Si ça, c'est pas clair en partant, très difficile pour avoir des gens qui ne sont pas convaincus de la haute direction d'embarquer, s'ils ne sont pas embarqués déjà au départ. Ça répond-tu un peu à ta question, Annie? Oui, c'est des bonnes pistes, merci. Super, merci. Michel? Oui, ben félicitations, Claude, pour ta présentation. Moi, c'est pas des conditions idéales parce que je suis en auto. Oui. Moi, là, je veux savoir. Ça coupe, Michel, je pense. Que... Ah, on a un défi de communication ici. Et écoute, Michel, je dirais pas comme à la radio, on va passer à un autre appel, mais si tu peux stabiliser ta communication, on va reprendre ta question. N'hésite pas à nous le dire. Mais là, pour l'instant, ça a coupé au point où on a. Ça, ils ont un problème. Fait que toi, là, qui approche les entreprises. Excuse, on a compris juste la fin de ta question, mais on n'a pas compris le début. Ça a été coupé. OK. Ben, c'est parce que je suis sur la 50, là, entre Gatineau et Saint-Jérôme. Je voulais savoir, toi, là, tes clients, est-ce qu'ils viennent vers toi ou c'est toi qu'il faut qu'ils fassent des démarches? C'est quoi la porte d'entrée? Parce que c'est pas évident. Là. Tout ce que tu as discuté, on est tous d'accord ici que ça prend. Mais souvent, comme la question qui vient d'être posée, les gens n'ont pas la conscience d'aller là non plus. Là, fait que c'est quoi? As-tu une stratégie, as-tu un truc avec les années que tu as développé justement pour rentrer dans les organisations? Oui. D'un, à la base, de plus en plus, les organisations aujourd'hui réalisent le besoin de se faire accompagner dans un processus de transformation ou de changement. Parce que, tu sais, c'est pas la même chose entre on a une structure dans notre processus, on a des tâches, on a des différentes initiatives, mais comment accompagner l'humain, c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui est préparé, qui a l'expertise et l'expérience pour pouvoir faire ça. De plus en plus, moi, les gens m'appellent et me disent, Claude, on ne sait pas qu'est-ce que ça demande, mais on est en processus de transformation, puis on a besoin de quelqu'un pour nous dire ben, où est-ce qu'il faut faire attention, comment il faut s'organiser, comment on devrait accompagner, puis on ne sait pas comment se structurer. Fait que là, c'est de là, souvent, aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont conscients qu'ils ont besoin de faire une gestion de leur transformation, une gestion du changement. Et pas juste une gestion par étape et par activité, mais une gestion de l'humain sur comment l'importance en fait d'engager et que les humains se sentent mobilisés au processus de transformation parce qu'ils ont vécu dans le passé. Puis aujourd'hui, j'en fais de plus en plus ce genre de discussion-là à travers les organisations où je leur dis comment ça s'est passé vos transformations passées. Est-ce que ça a été fluide? Est-ce que c'était une réussite instantanée? Puis dans bien des cas, les gens nous ont dit c'était ardu. Dans certains cas, on m'a dit, écoute, ça fait la deuxième fois qu'on se reprend pour ce même processus de transformation-là, parce que la première fois, ben, on a eu tellement d'éléments bloquants qu'on a arrêté tout ça là.
Puis là, ben, ça fait quasiment 2 ans du processus, puis on veut restarter ça, mais de la bonne façon. Fait qu'on veut être capable d'avoir quelqu'un qui va nous amener à ouvrir un peu nos œillères. Fait que ça, cet élément-là, à part que d'en parler énormément, et les gens, je pense, commencent à être beaucoup plus ouverts, que c'est important d'aller s'informer. Ça veut dire quoi, être accompagné dans un processus de changement? OK, merci. Bienvenue, Michel. Autre question? Je n'ai pas vu si dans la conversation, dans le chat, quelqu'un avait écrit... Moi, j'en aurais une autre. S'il n'y a pas personne qui a des questions, j'en aurais une autre. Vas-y, Michel. Est-ce que tu as des statistiques au niveau coût? Parce que c'est sûr qu'une entreprise qui gère à peu près, puis nous autres, on est capable de faire nos affaires versus prendre un expert comme toi. Est-ce que toi, à quelque part, tu as des coûts, tu as des chiffres à dire aux gens, écoute, un bon processus, c'est tant, un mauvais processus, c'est tant, ou peu importe, c'est où l'écart au niveau financier et investissement? Oui, effectivement, écoute, j'aurais des statistiques que je pourrais vous partager là-dessus, en termes aussi de taux de réussite, en termes aussi de, lorsqu'on parlait tout à l'heure, Annie parlait juste en termes d'implication de la haute direction ou l'influence de la haute direction. J'ai aussi des statistiques dans le cas où les gens étaient vraiment impliqués ou dans d'autres cas où les sponsors de ce processus de transformation-là, où la haute direction était plus ou moins impliquée. Il y a vraiment une implication ou un impact sur les pourcentages de réussite. Puis lorsqu'il y a quelqu'un qui aide à accompagner à nouveau de ce changement-là, ben le pourcentage de réussite augmente parce qu'il y a beaucoup moins de choses qu'on passe à côté et qu'on oublie. Et dans notre façon aussi d'adresser les préoccupations. Il y a des gens encore aujourd'hui qui décident dans un processus de transformation, moi j'appelle ça le processus bulldozer. Hein, on passe, vous embarquez, puis c'est vers là qu'on s'en va, puis on ne prend pas le temps de demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent, puis comment ces gens-là pourraient aussi être mieux impliqués dans le processus de transformation. C'est tous ces éléments-là, mais pour répondre à ta question rapidement, Michel, oui, effectivement, j'ai des chiffres, il y a des statistiques qui ont été... je travaille aussi avec une entreprise, entre autres ProSci, ça en est une de ceux-là, et j'en ai d'autres avec qui je suis en train de travailler, qui, eux, ont développé, ont discuté avec les organisations pour développer un peu des rapports, des statistiques sur comment, si on fait une bonne gestion du changement comme tel, on a plus de chances de réussir, et comment, dans d'autres cas, on a des impacts que ça peut apporter. OK, bien merci. Mais définitivement, je vais vouloir communiquer avec toi peut-être dans une semaine ou deux. Là, on regardera nos cédules. J'aurai d'autres affaires à discuter. OK, merci, Claude. Ça me fait plaisir. Vous allez avoir aussi accès aux liens si vous voulez vraiment réserver un 30 minutes pour qu'on puisse discuter avec des besoins spécifiques que vous avez. Vous allez avoir le lien. Charm devrait vous faire parvenir ce lien-là. Et en plus, avec éventuellement, on aura la copie aussi de l'enregistrement. Mais le lien pour pouvoir réserver dans mon agenda, dans mon horaire, une plage horaire de 30 minutes pour qu'on puisse discuter plus précisément. Marie-Ève, vous avez une question? Oui. Je trouve ça super intéressant. Merci, premièrement. Ça fait plaisir. J'ai une question par rapport aux acteurs, pas juste aux facteurs clés, mais aux acteurs clés aussi qui font en sorte que le déroulement de la transformation se fait bien. Oui, au niveau communication, au niveau RH, ça prend des gens dans l'entreprise. Là, tu parlais d'externes aussi. Fait que, ça prend différentes personnes à différents niveaux, les ambassadeurs. Qui d'autre ou comment autre? Est-ce qu'il y a justement des gens en processus, genre ceinture verte ou noire ou quelque chose comme ça d'amélioration continue? En ligne, oui. Tous ces éléments-là sont importants. On va apporter des spécialistes qui vont venir appuyer ça selon le contexte, selon la dimension, la portée du processus de transformation et tout ça. Mais le premier élément, les premiers acteurs clés, là, qui sont bien, bien importants. Parce qu'au départ, quand on établit une structure de gouvernance, il y a toujours le conseiller en gestion de changement qui est là pour amener cette vision-là. Il va potentiellement avoir un responsable projet ou un chargé de projet. Et il y a aussi une gouvernance ou un sponsor ou un parrain, peu importe comment on veut l'appeler, mais quelqu'un qui va avoir une influence et qui va avoir aussi un contact direct sur la haute direction. Et quelqu'un qui va être capable de se bâtir au fur et à mesure une coalition de sponsors.
c'est pas avec un sponsor comme acteur clé qu'on va être capable de faire avancer l'organisation de façon globale. C'est d'être capable de travailler avec cette personne-là à bâtir. Si là, on cherche toujours avec une personne qui a un leadership qui est très présent, qui va être capable de bâtir là cette relation-là d'influence avec d'autres sponsors dans d'autres secteurs, d'autres vice-présidences et tout ça, pour amener tout le monde à travailler ensemble, amener tout le monde à collaborer. Puis ça, je pense que c'est l'élément de base. Puis par la suite, on vient greffer des spécialistes. Bien entendu, comme Marie-Ève vous le mentionnez, bon, il peut y avoir des gens, des coms internes avec qui on travaille. S'il n'y en a pas, ben, l'équipe de transformation va établir un plan, une stratégie de communication. Même chose pour des formations, parce qu'il va y avoir les éléments là-dedans en termes de formation, de développement de compétences vont aussi être essentiels. Dans certains cas, moi, il y a des organisations avec qui je travaille qui ont une équipe de formation interne. On va travailler avec eux pour s'assurer que le message qui est passé, qui est amené, il est amené d'une façon engageante, mobilisante. Puis par la suite, avec chacun des modules de formation, on va aussi aller valider l'impact que ça a eu sur les gens, comment les gens ont progressé là-dedans. Donc ça, en gros, c'est pas mal ça. Mais pour identifier les spécialistes, ça dépend beaucoup de la taille, la dimension et de la complexité du projet en question. Mais Marie-Ève, n'hésitez pas si vous voulez parler du contexte particulier, on pourra se réserver un petit 30 minutes aussi à part. C'est bon, super, merci. Ça fait Bonne fin de plaisir. journée. Merci. Autre question avant que je vous laisse aller. Moi, je suis encore ouvert. C'est vrai qu'on tombe sur l'heure du lunch, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, si c'est particulier à votre environnement, comme on le mentionnait, Charm devrait vous avoir aussi envoyé ou va vous envoyer le lien pour qu'on puisse en fait se réserver un petit 30 minutes à part. Il aime! Merci Claude, merci beaucoup pour la présentation, j'apprécie beaucoup, j'apprécie l'invitation aussi. J'ai une petite question, mais c'est en lien vraiment avec un peu la psychologie des équipes. Dans le fond, généralement, une transformation organisationnelle ou un changement organisationnel majeur a beaucoup d'impact sur la psychologie de l'équipe. Donc, on la considère parfois comme un facteur de risque psychosocial. Donc, comment en gestion de changement, le responsable de gestion de changement peut mettre en place ou peut gérer les risques, on parle du stress de travail, charge de travail, perception d'une charge élevée de travail, tous ces facteurs de risque psychosociaux. Bien, tu sais, il aime selon la dimension de l'organisation. J'ai vu des endroits où l'équipe de gestion de changement ou même les conseillers de gestion de changement, c'était pas uniquement une personne, mais souvent ça pouvait se retrouver être une équipe. Même dans certains cas, entre 5, j'ai vu des environnements qui avaient 10 personnes qui étaient là en gestion du changement. De un, pour être capable d'avoir une plus grande proximité avec les gens, surtout lorsqu'il y avait un impact ou un facteur psychologique encore plus élevé. Ben, ce qui est important là-dedans, c'est d'être capable de pouvoir l'évaluer. Dans certains cas, ça va un peu dépasser, même si dans mon cas, j'ai une expérience de coaching, de gestion, d'être capable d'aller évaluer justement par rapport aux impacts, comment les gens se sentent là-dedans. Ben, dans certains cas, on va faire aussi soit appel au programme d'aide aux employés ou peut-être même à une aide externe si l'aspect anxiogène, stress par rapport à l'impact des changements, de la transformation qui va être apportée, il va falloir établir une stratégie par rapport à ça. Puis chacun des contextes va être différent, mais il faut être capable de pouvoir être bien outillé. Puis ce n'est pas tous les conseillers en gestion de changement qui ont cet aspect-là, je dirais, assez d'expertise sur ce plan-là psychologique, d'être capable d'évaluer les impacts, d'être capable de pouvoir voir quelles sont les grandes peurs, préoccupations et comment on peut les adresser. Mais à un certain moment donné, si on réalise que la personne a besoin d'un accompagnement spécifique, bien là, à ce moment-là, on peut peut-être faire appel à des spécialistes externes qui vont beaucoup plus avoir un lien ou être capable de pouvoir toucher plus en profondeur le côté psychologique de certains individus. C'est un bon point que tu apportes, Ilem, parce que j'ai eu expérience avec certaines organisations où des gens, entre autres, qui passaient à travers
je dirais pas un processus de transformation, mais un changement personnel important, qui avait vécu quelque chose d'intense dans la dernière année. Et là, dans l'organisation pour laquelle il travaillait, il y avait aussi un processus de transformation immense. Et là, c'était trop pour la personne. La personne s'est sentie comme explosée au niveau de ses émotions. Et c'était ressorti au niveau de son gestionnaire et on en a parlé, mais cette personne-là avait besoin d'un accompagnement externe. C'était important pour voir après ça comment elle pouvait mieux s'intégrer dans les étapes du processus de transformation. Mais là, on n'était pas là du tout. Là. La personne, il fallait vraiment s'occuper de son bien-être, son besoin bien particulier. Fait que chaque cas va être particulier, mais c'est important de pouvoir prendre les bons, je dirais les bons calls pour être certain que la personne, c'est la bonne personne qui va l'accompagner selon ses besoins, selon la problématique qu'elle peut vivre dans le processus de transformation. Est-ce que ça amène un peu d'éléments, Guilhem? Vas-y. Oui, dans ce cas, est-ce qu'on peut dire qu'au moins un responsable en gestion de changement devrait avoir le réflexe des préventions primaires par rapport à ça, par rapport aux problèmes de santé psychologique liés au travail. On ne parle pas de leur vie personnelle. Oui, puis comme la personne externe qui arrive en gestion de changement n'a pas non plus toute la compréhension puis la connaissance de tous les individus, c'est important aussi d'adresser ça avec les gestionnaires, de voir, parce que dans certains cas, j'ai vu des organisations que on avait déjà un dossier d'identifier sur certains individus, certains employés qui avaient déjà certaines problématiques de santé mentale, qui avaient certaines problématiques déjà identifiées qu'il fallait prendre en considération. Donc, je pense que chacun des gestionnaires de proximité, les gens qui sont près de leur personne, ben, doivent être en mesure de pouvoir aussi partager ces éléments-là avec le conseiller à gestion de changement, pour qu'on puisse établir la meilleure stratégie d'accompagnement et qu'on puisse la suivre, vraiment avoir un suivi plus serré, voir comment la personne va pouvoir s'adapter en cours de route. Est-ce que ça va être suffisant juste en termes de stratégie d'accompagnement? Est-ce qu'on va devoir aller chercher quelqu'un externe pour mieux l'accompagner? Mais comme tu dis, le conseiller en gestion de changement devrait prendre ces éléments-là en considération, effectivement. Puis chercher à les faire ressortir ces informations-là de la part de chacun des gestionnaires qui s'occupent des équipes. Parce qu'en fonction des impacts qu'aura le processus de transformation, ben, c'est bien important de prendre ça en considération parce que je ne veux pas me retrouver avec quelqu'un qui est en résistance face au changement, mais sa résistance est liée beaucoup plus à une problématique psychologique qu'à une résistance volontaire. Beaucoup, Claude. Bienvenue. Autre question avant que je vous laisse aller. Écoutez, c'était un plaisir de partager ça avec vous ce matin. J'étais pour dire ce midi, mais on est rendu ce midi. C'était un plaisir. N'hésitez pas, Charles va vous envoyer le lien pour pouvoir justement qu'on puisse planifier un petit 30 minutes à part, discuter de vos besoins et bien entendu, j'espère bien, comme j'ai eu un petit problème technique d'enregistrer, mais Marie-Ève m'a mentionné qu'elle se ferait un plaisir de me transférer l'enregistrement. Donc, on va s'assurer que tout le monde qui était déjà présent et même ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous auront accès à l'enregistrement de la vidéo du webinaire de ce midi. Merci encore une fois pour votre temps, pour votre implication et c'est un plaisir. Puis on va se revoir parce que je m'attends aussi de planifier dans les prochains mois, ce qui sera peut-être plutôt en début d'automne, une autre rencontre sur d'autres éléments qui sont importants dans ces processus-là. Merci encore une fois. Bonne fin de journée à vous et à bientôt. Merci, Claude. Merci. Bye bye.